Bonjour, c'est Vincent de Blog Tennis Concept. Cyril Ravilly n'est pas un professionnel du tennis, il n'est pas entraîneur de club, il n'est pas un ex-pro et pourtant il vient de rédiger l'ouvrage francophone de référence sur la tactique au tennis. S'appuyant sur des données statistiques, géométriques et physiques indiscutables, ce passionné du jeu est parvenu à théoriser et rendre accessible au plus grand nombre des notions complexes, et je n'hésite pas à l'affirmer, largement sous-enseignées en club. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce livre a changé ma vie de compétiteur, mais après une première lecture, j'ai très nettement modifié en bien mon approche du jeu en match. Cet entretien vous permettra d'en savoir plus sur l'auteur et sur son ouvrage indispensable que je conseille au plus grand nombre d'acquérir. Cyril Ravilly, bonjour. Oui, bonjour Vincent. Pour démarrer cette interview, je vais te demander de te présenter d'abord rapidement, de nous parler un peu de ton parcours tennistique, professionnel éventuellement. J'ai 48 ans, j'ai travaillé un peu en banque d'affaires et en tant que consultant d'entreprise spécialisé dans le secteur de souveraineté. Et puis tennistiquement, je joue au tennis depuis, je pense, depuis que j'ai 6-7 ans. C'est une passion, j'y passe au moins 2 heures de mon temps de cerveau disponible par jour et j'ai été 15-3. Ce qui m'a incité à écrire le livre, c'était quand je jouais avec d'autres personnes, c'est de dire que tout ce que je disais, c'était pas généralement ce qu'ils entendaient des professeurs de tennis. Donc je me suis dit, c'est un peu dommage que tout ça soit perdu, et donc au début j'ai consigné ça un peu de manière anecdotique, et puis progressivement il y avait quand même pas mal de matière et j'ai commencé à écrire un livre, et quand j'ai cherché, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'ouvrage qui existait dédié à la tactique. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont spécialisés sur le mental, il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent pas mal de la technique, il y a quelques ouvrages qui parlent sur la préparation physique pour le tennis, mais il n'y avait pas du tout d'ouvrage sur la tactique. Donc je me suis dit que c'était intéressant, et puis donc j'ai préparé un ouvrage, et puis j'ai eu la chance que Amphora, qui est l'éditeur du sport, soit intéressé, donc on a avancé très vite ensemble là-dessus. Alors moi, ce qui m'intéresse, j'ai lu le livre, bien sûr, je l'ai beaucoup aimé, il est très très complet. Il y avait, d'ailleurs, je pense, il n'y avait pas d'ouvrage équivalent au niveau francophone, enfin moi je n'en ai pas trouvé aussi complet. Et moi je voulais te demander d'abord quelle méthode avais-tu utilisée pour écrire ton livre, parce qu'il y a des statistiques qui sont très détaillées. Donc tu t'es inspiré de toute une année de tennis professionnel. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu as fait? Alors effectivement, j'ai regardé d'abord tout ce qui existait dans la littérature, et effectivement les chiffres rebouclent pas toujours, parce que il y a, en fonction des années, en fonction des surfaces, et donc je pensais qu'il était indispensable d'avoir ma propre base de données. Donc pendant toute une année, j'ai suivi une année du circuit professionnel, avec l'idée que cette année soit représentative de toutes les surfaces, des hommes, des femmes, et des différents tours, que ce soit au premier tour, dans les qualifications ou en finale, donc avoir un échantillon qui soit vraiment représentatif du haut niveau. Et à partir de là, j'ai suivi tous ces matchs, donc j'ai suivi plus de 6000 points que j'ai référencés, classés et référencés suivant une typologie de 56 coups séquences gagnantes. Et donc à partir de là, j'ai eu une base de données qui était assez fiable. En plus, j'étais sûr de son homogénéité, puisque c'était moi qui avais suivi l'ensemble de ces matchs. Et donc ça m'a permis d'avoir quelques enseignements puisque je me suis concentré sur les points gagnants, qui prêtent pas à caution, mais qui représentent à peu près 30% des points joués entre les joueurs, mais qui sont une bonne manière d'analyser comment est-ce qu'on réussit des points gagnants, et comment est-ce qu'on peut gagner un match de manière assez critique. Donc en analysant tous les aces, les retours gagnants et toutes les séquences sur 1, 2, 3 ou 4 coups, pour voir quelles étaient les filières, en regardant les zones et l'enchaînement, les séquences de coups.
Ouais, grâce à ton ouvrage, on sait alors au niveau du tennis professionnel quelles sont les zones où on a le plus de chances de gagner le point après le service, après le retour. Alors moi, ce que je voulais te demander, et bon, ça correspond à un pressentiment, c'est que la tactique est un peu, m'a l'air un peu universelle, c'est-à-dire que marche pour les joueurs professionnels marche aussi pour les joueurs amateurs, les joueurs et joueuses amateurs. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en suis convaincu parce que de toute manière, le jeu professionnel, enfin, la manière de jouer des joueurs professionnels incite les joueurs amateurs et donc on voit par exemple que les tendances qu'on voit dans le jeu professionnel, par exemple, il y a de moins en moins de services volés, se retrouvent également dans le tennis amateur. Et puis deuxièmement, on s'aperçoit que même au niveau professionnel, il y a un ensemble d'erreurs tactiques. Moi, je considère il y a à peu près même au plus haut niveau, chaque joueur perd environ 15% de ses points sur des schémas tactiques qui ne sont pas les bons et où ils se mettent tout seuls en difficulté. Et tous ces enseignements sont de surcroît valables dans le tennis amateur. Donc il y a un ensemble de lignes directrices, mais qui ne sont pas liées au niveau de jeu, mais qui sont directement liées à la configuration du terrain. Le terrain, c'est quand même, le tennis est très géométrique, donc à partir du moment où il y a des règles qui s'imposent, quel que soit le niveau, qu'on joue croisé est moins risqué que jouer long de ligne, ça dépend pas du niveau, ça dépend des caractéristiques du terrain, ça dépend de la hauteur du filet qui est plus basse au milieu que sur les côtés. Donc tous ces éléments-là, ils s'imposent à chacun des joueurs. Il y a la géométrie, il y a aussi la science physique, hein, puisque tu parles beaucoup des hauteurs de rebond. Et Oui, c'est assez. Enfin, par exemple, on peut citer les tournois en altitude. Quand on frappe un même coup à peu près à 100 km/h à Paris ou à Mexico, il va atterrir 1 mètre plus loin simplement parce que il y a moins d'oxygène, il y a moins de frottement dans l'air et donc la balle va plus loin. Il faut savoir qu'au tennis, les lois de la gravité sont les meilleurs atouts pour le joueur de tennis parce que ça aide la balle à rentrer dans le court. Et donc, par exemple, même entre une balle à plat et une balle liftée, qui part à 100 km/h, la balle liftée sera au moins un mètre plus courte que la balle à plat. Donc là aussi, c'est pas un effet de la gravité, c'est aussi un effet physique qui est l'effet Magnus et qui incite la balle à plonger vers le terrain. voilà, et l'effet slicé, la balle coupée, c'est le contraire, c'est la balle qui plane un peu plus loin. Donc oui, dans l'effet, sur une balle très chopée, la balle, elle va au contraire avoir tendance à remonter, mais donc au bout d'un certain temps, elle a plus beaucoup d'énergie et elle va redescendre mais donc elle a tendance à aller plus loin puisque l'une va plonger vers le terrain, l'autre va avoir tendance à plutôt remonter. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui s'imposent aux joueurs, quel que soit le niveau. Alors c'est vrai que plus la balle tourne, plus il y a de la rotation dans la balle, plus il y a d'effets, plus l'effet effectivement lifté va être marqué, plus la balle va avoir tendance à plonger dans le terrain. Mais par exemple, il y a des choses qui sont intéressantes. On a toujours l'impression que les coups droits liftés sont les coups qui ont le plus d'effets, et c'est pas le cas. Les coups qui ont le plus d'effets, c'est les revers chopés ont pour la plupart des joueurs beaucoup plus de tours minutes, beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de rotation. Et de même, les coups qui tournent le plus sont les deuxièmes services, qui ont, même sur les joueurs amateurs, qui ont des taux de rotation qui vont beaucoup plus vite que les coups droits, par exemple. J'ai vu qu'il y avait Patrick Mouratoglou qui avait préfacé ton livre, et dans son livre qui était paru un an avant, il avait expliqué qu'il aimait beaucoup les statistiques parce que ça permettait d'avoir une donnée sans émotion sur les comportements et les performances d'un joueur. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je partage complètement et objectivement, je m'inscris dans la lignée de Patrick Mouratoglou. Et quand on voit les joueurs, c'est vrai qu'il
ils ont une perception de leur match qui n'est pas nécessairement conforme à ce qui s'est passé. Quand on revoit la vidéo ensemble un match, eh ben ça aide à changer la perception. Et c'est pour ça que les statistiques sont très utiles, parce que là, c'est les chiffres bruts, et donc savoir qu'on a fait 70% de ses fautes sur le revers ou sur le coup droit, c'est une donnée factuelle. Donc ça permet de comprendre aussi dans quelles conditions on fait des fautes, sur quel type de séquence on fait des points gagnants. Et tout ça, ça permet d'avoir une base de données qui est très très intéressante et très très riche. Alors quand elle est sur un joueur, elle est intéressante en différentiel, c'est-à-dire comparer par rapport à ses adversaires où est-ce qu'on fait plus de points et où est-ce qu'on fait plus de fautes. Et puis quand on a un échantillon plus large, ça permet de donner des règles qui sont un peu universelles sur la moyenne des joueurs. Et ça, c'est également très intéressant. Sur les schémas tactiques, voir que par exemple les services, les caractéristiques des points qui sont les séquences les plus gagnantes, c'est sans surprise. Par exemple un service extérieur et puis une attaque de l'autre côté sur un coup droit gagnant de l'autre côté. Mais ça permet de le quantifier, de voir combien, comment et quels sont. À l'inverse, il ne faut pas avoir non plus un jeu stéréotypé. Et comment est-ce qu'on peut varier à partir de ces séquences qui sont les grands classiques du tennis. Voilà, tu parles aussi beaucoup dans ton livre en fonction du style de jeu qui peut être vraiment très très intéressant de varier et justement de ne pas chercher systématiquement à reproduire les schémas gagnants, mais au contraire à varier le jeu pour donner de l'incertitude. Exactement. Moi, je pense que l'un des facteurs qui permet de gagner, c'est d'avoir des schémas de jeu qui soient les plus variés possibles. Alors, quand on s'aperçoit qu'il y a des séquences qui marchent bien, il faut les garder pour les points clés, mais ces points clés, ils seront d'autant plus faciles à gagner qu'auparavant, on aura un peu brouillé les pistes et fait des séquences de jeu qui sont un peu différentes, et donc qui fait que l'adversaire s'y attend pas. Si on a un schéma de jeu qui marche bien, et c'est formidable, au bout d'un certain temps, l'adversaire va trouver une solution, va s'adapter, et donc résultat, on va perdre de l'efficacité sur cette arme, alors que si on a auparavant un peu varié, on sait qu'on a une arme qui est importante et on s'en sert sur les points clés, et donc ça c'est un atout supplémentaire. On va maintenant parler un petit peu des différences entre le tennis masculin et le tennis féminin. Donc, on connaît un petit peu, enfin, ceux qui s'intéressent au tennis connaissent un petit peu les différences au niveau de la technique et au niveau des trajectoires de balles. Qu'est-ce que pourrais en dire à propos de la tactique, toi qui as étudié ça? Ben, la tactique, elle dépend d'abord beaucoup des différences physiologiques hommes et femmes. Dans le livre, j'explique qu'il y a les femmes ont au niveau de la force musculaire, au niveau des jambes, 64% de la force musculaire des hommes, mais cette force musculaire au niveau des bras n'est que de 56%. Donc ça veut dire que les femmes, toutes choses égales par ailleurs, courent plus vite, mais peuvent taper moins fort que les hommes. Donc on devrait s'attendre à ce que dans ces conditions-là, il y ait des échanges qui soient plus longs chez les femmes que chez les hommes, et en réalité, ce n'est pas le cas. Au cours des 10 dernières années, les échanges sont encore plus courts chez les femmes que chez les hommes. Et c'est lié à quoi? C'est lié au fait que les femmes, pour avoir plus de vitesse dans leur coup, sont obligées de prendre la balle beaucoup plus tôt et donc de frapper beaucoup plus plat. Et donc, résultat, ce faisant, elles ont tendance à prendre plus de risques. Et donc, les balles, quand elles sont moins liftées, elles passent plus près du filet. Donc, il y a plus de fautes. Et donc, le tennis féminin, par rapport au tennis masculin, a une tendance à réduire la durée des échanges et à chercher le coup gagnant très très vite. Donc le jeu féminin est encore plus dans l'agression immédiate, c'est-à-dire je prends la balle tôt pour profiter de la vitesse de la balle adverse et chercher un coup gagnant le plus rapidement possible. Donc ça conditionne beaucoup le mode des échanges. Deuxièmement, les femmes
c'est plus compliqué. Les femmes physiologiquement ont aussi un poignet qui est plus fragile que les hommes, et donc mettre énormément de lift dans la balle quand on est une femme, et notamment en coup droit, est plus compliqué parce que le poignet étant plus fragile, il y a beaucoup de pathologies. Donc résultat, les femmes sont aussi incitées à jouer beaucoup plus plat que les hommes. Donc ça a quand même pas mal d'incidence sur un jeu des hommes qui sont capables d'être beaucoup plus loin de la ligne et de jouer beaucoup plus lifté, alors que les femmes vont avoir un tennis et qui est lié à une prise de balle très très tôt, plat, avec beaucoup moins de différence entre le revers et le coup droit que chez les hommes, où chez les femmes, le revers et le coup droit sont des coups qui sont quasiment égaux, relativement équilibrés, en tout cas beaucoup moins déséquilibrés que chez les hommes. Chez les hommes, il y a 70% des coups gagnants qui sont tapés côté coup droit, alors que chez les femmes, c'est beaucoup plus équilibré. Il y a aussi l'importance du retour de service qui est beaucoup plus importante chez les femmes. Oui, alors il y a beaucoup plus de breaks chez les femmes parce que à la fois le service est un peu moins performant, principalement encore pour des raisons physiologiques, parce que les femmes étant plus petites, elles ont moins de possibilités de frapper des aces que les hommes, et deuxièmement, des retours qui sont... il y a beaucoup plus de prise de risque en retour, il y a beaucoup plus de retours gagnants chez les femmes que chez les hommes. Alors dans ton livre, tu parles aussi du tennis en fauteuil et du double. Le tennis en fauteuil, d'ailleurs, tu joues régulièrement, je crois, avec Stéphane Houdet. Oui, Stéphane Houdet, donc ça c'est... Moi j'ai une énorme admiration pour Stéphane, pour ce qu'il fait et ce qu'il a fait de toute sa carrière. C'est très intéressant de jouer aussi avec des joueurs en fauteuil, déjà parce que ça permet de comprendre le jeu, de voir aussi, c'est un jeu qui est très très tactique, parce que ce qui est lié, le placement de la balle est encore plus important que dans le tennis ATP et WTA, et il y a une énergie, il y a une détermination, enfin c'est des vrais athlètes, donc c'est assez intéressant. D'autant plus que pour une fois, enfin les règles sont quasiment les mêmes, si ce n'est que dans le tennis en fauteuil, on a le droit de prendre la balle après 2 rebonds, ce qui dans la pratique sert très peu, parce que quand on tape une balle après 2 rebonds, la balle a moins d'inertie, moins de force, et donc on donne du temps à l'adversaire. Ça a juste un intérêt sur les amortis. Donc il y a tout un travail à faire sur les amortis qui est beaucoup moins rentable, ou alors il faut vraiment bien les toucher. Donc Stéphane Houdet est un ancien numéro 1 mondial de tennis en fauteuil. Pas ancien, il est numéro 1 en simple et en double, au moins jusqu'à Wimbledon. Donc non, il fait une de ses toutes meilleures saisons actuellement. Tu résumes pour les tennisman amateurs ce que tu as synthétisé en 10 règles. Est-ce que tu pourrais nous en citer les 3 plus importantes ? La première, ça serait évidemment de varier. La deuxième, ça serait de dire que autant il faut en attaque, quand on est en attaque sur une balle facile, là il faut varier le plus possible, que ce soit, il y a une dizaine de schémas d'attaque possibles, donc il ne faut pas hésiter à y recourir le plus possible, à le plus possible varier les angles, les directions, les hauteurs, les effets. Autant quand on est en défense, là le classicisme est de règle, et il faut, quand on est vraiment en difficulté, jouer une balle longue, croisée et haute, pour se redonner du temps, pour se replacer. Donc en attaque, faire preuve d'innovation, et en défense, de classicisme, au moins jusqu'à un niveau, sauf si l'adversaire, au bout d'un certain temps, monte à contre-temps, et où là on sera contraint à faire autre chose. Mais sinon, en défense, c'est là où on fait on peut perdre des points assez facilement. C'est que si par exemple on joue en défense un coup long de ligne et avec pas beaucoup de consistance, on est sûr de perdre le point suivant. Donc il faut faire le surcroît d'effort pour arriver sur la balle et arriver à
à la croisée et notamment à la croisée haute pour avoir du temps pour revenir dans le terrain. Ok, donc ça c'est pour commencer, pour ceux qui veulent vraiment commencer qui se pensent nuls en tactique et qui veulent commencer à faire des progrès. Alors tu as constaté d'ailleurs, hein, parmi les personnes qui ont lu ton livre, des personnes qui ont progressé dans leur niveau de jeu, à la limite sans jouer. Ben, je serais tendance à dire que le tennis, c'est la composante de 4 éléments. Il y a la technique, il y a le mental, il y a la tactique et il y a la technique. Euh, Évoluer sur chacun des 3 autres, que ce soit sur la technique, que ce soit sur le mental ou que ce soit sur la condition physique, c'est possible, mais ça prend énormément de temps. En revanche, ce qui est sûr, c'est que pour la tactique, en appliquant les règles et les résultats, on est sûr que ça a un impact immédiat sur le jeu. Si effectivement on réduit les 15% de points où on se met en difficulté tout seul par des mauvais choix tactiques, ben tout de suite ça a une incidence forte sur un match. Un match qu'on perd 6-4, 6-4, on le perd sur 10% des points. Donc si déjà on réduit ces 15% de situations où on se met tout seul en difficulté parce qu'on va jouer long de ligne mais sans avoir l'intention de faire un point gagnant, et donc résultat l'adversaire va pouvoir contre-attaquer, croiser et nous mettre immédiatement en difficulté, ben, si on réduit toutes ces erreurs tactiques, et ben d'emblée ça permet d'inverser rapidement un certain nombre de points. Et de profiter aussi davantage des erreurs tactiques de l'adversaire. Voilà, donc je dois dire pour les personnes qui nous écoutent que moi-même, après avoir lu le livre de Cyril, j'ai un petit peu modifié ma manière de jouer et ça a été plutôt positif, hein. Bon, ben, j'en suis ravi. Non, mais je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui m'ont écrit en disant je perdais toujours contre X, j'ai lu le livre et désormais j'ai gagné et on me dit mais t'as un jeu qui a changé, t'es beaucoup plus dur à jouer. Donc ça montre qu'il y a des choses qui peuvent changer assez rapidement et simplement par une meilleure compréhension. Il y a beaucoup de choses qui sont intuitives que chacun a en soi, mais là c'est formalisé de manière assez claire et puis démontré avec des statistiques, parce que moi je suis convaincu que dans le tennis, il y a un ensemble de grands paramètres qui sont valables, quel que soit le niveau, quel que soit le type de jeu. Voilà, et on va terminer par un petit détail, une idée que j'ai trouvée très très intéressante. C'est une préconisation au service de démarrer d'une position beaucoup plus excentrée que ce que font la plupart des joueurs qui ont tendance à se mettre à servir au milieu. Et toi, tu préconises donc de servir pratique beaucoup plus près du couloir, voire à côté du couloir. Non, enfin entre le milieu et le couloir. Et on s'aperçoit que effectivement cette préconisation, moi que je recommande depuis très longtemps, même au niveau du tennis professionnel, on voit que les joueurs ont tendance à servir de plus en plus près du couloir et de moins en moins proche du milieu du court. Et ça, il y a effectivement, il y a beaucoup de raisons à ça. Un, parce qu'on est tout de suite mieux replacé. Deuxièmement, parce qu'on profite d'un filet qui en moyenne est plus bas. Et troisièmement, parce qu'on a beaucoup plus d'angles au service. Donc ces 3 avantages cumulés fait qu'on a intérêt à servir à peu près au milieu entre le milieu du terrain et l'angle du court. Et donc là, on est mécaniquement dans une situation qui est plus profitable, à la fois en attaque puisqu'on a plus d'angles et en défense puisqu'on est mieux replacé. Donc, mais c'est assez drôle parce que il y avait un certain nombre d'enseignants du tennis qui n'étaient pas absolument convaincus parce qu'effectivement, l'aise directement sur le T est préférable quand on sert très au milieu du terrain, mais en moyenne, là encore, il faut prendre des statistiques. Ça permet d'avoir un service qui est plus équilibré entre l'extérieur, le T et sur le corps. Et puis en moyenne, le filet est beaucoup plus bas. Donc, enfin, et pas beaucoup plus bas, mais quelques centimètres. Hein, et quelques centimètres, ça suffit pour qu'un aise devienne un let ou que
un LED devienne une balle dans le filet. Eh bien, je vais te remercier pour cette interview. Et puis, vous retrouverez toutes les coordonnées pour vous procurer ce livre dans les meilleures librairies ou en ligne, donc sur le blog. Je vais te souhaiter une bonne continuation. Merci beaucoup Vincent, c'était vraiment très agréable de pouvoir discuter ensemble ce matin. C'était Vincent pour Bloc Tennis Concept. Retrouvez d'autres interviews de spécialistes du tennis sur bloctennisconcept.com en cliquant sur l'onglet Rencontre d'experts. En attendant, je vous souhaite un bon tennis. À très bientôt.